Salut les game artistes, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast avec un sujet qui m'est venu en discutant du coup avec quelqu'un qui me racontait qu'Amazon en ce moment, pendant le confinement du coup, offre offre des cours, en fait, propose des cours gratuits de programmation, donc qui vont d'enfants de 8 à 11 ans jusqu'au lycée et même plus, hein, du coup, parce qu'il y a même des choses pour adultes, il me semble. Donc j'ai un peu regardé vaguement. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description, mais à vrai dire, ce n'est pas tout à fait le propos du jour. Donc la question c'est, est-ce que le code, donc la programmation, va-t-elle devenir obligatoire dans le futur proche ou futur lointain, pour nous les graphistes en fait, puisque ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est plutôt tranquille, on travaille sur nos interfaces, hein, que ce soit Photoshop, que ce soit Adobe Premiere, que ce soit Unity, que ce soit Maya, bref, vous avez compris, on travaille avec des interfaces qui ont été faites, hein, par des programmeurs, mine de rien, et bien du coup, nous, ce qu'on nous demande principalement, c'est d'être des spécialistes de ces interfaces, de savoir ce qu'on fait, de faire des belles choses, etc. Et nous, on est demandeurs, hein, de ces interfaces, de ces logiciels qui du coup sont faits par des programmeurs évidemment, et qui nous permettent de travailler plus vite, etc., de faire des choses de plus en plus jolies, qui demandent peut-être de moins en moins de ressources aussi, de la part de nos ordinateurs, de nos machines, etc. Donc c'est vrai que, mine de rien, on est quand même dépendant des programmeurs, on est dépendant beaucoup de la programmation, parce que la programmation, c'est la base de tout en informatique, en tout cas en informatique software, c'est-à-dire tout ce qui est logiciel. On aura du mal à faire sans. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des logiciels. Je vais prendre l'exemple de Maya, puisque du coup, c'est vrai que c'est un logiciel que j'ai pas, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, et puis il est pas mal justement pour en parler sur ce point de vue-là. C'est-à-dire que Maya, il a une interface qui est déjà extrêmement dense, extrêmement. Donc lui-même cache un peu des éléments, il faut aller les rechercher et tout ça, mais il a énormément de fonctionnalités. Et même avec ça, on se rend compte que finalement, quand on va dans les plugins du logiciel, déjà il y en a beaucoup qui sont désactivés. Il y en a donc du coup qui sont rajoutés avec le temps, etc. Et on se rend compte que même avec tout ça, on est encore en train d'ajouter des add-ons et des nouveaux contenus, parce que mine de rien, il y a toujours des choses qui sont faits par d'autres gens, ou etc., ou des fonctions qui n'ont pas vraiment été ajoutées dans le logiciel, qui sont hyper pratiques, enfin en tout cas on en a besoin sur le coup, et même pour d'autres projets après. Et du coup on est obligé d'aller chercher, voilà, des plugins ailleurs, officiels, non officiels, et de les ajouter. Il y a Unity aussi par exemple, bon c'est pas le seul, hein, mais Unity fonctionne aussi pareil, hein, où par exemple vous êtes dans le logiciel et puis vous n'avez pas de post-processing sur le coup, donc il faut aller le chercher dans l'asset, dans l'asset store, et il a beau être gratuit, voilà, il n'empêche que il n'est pas de base comme ça dans le logiciel. Pareil, vous allez rajouter des packages d'assets, voilà, qui ne sont pas de base dans le logiciel. Il faut aller demander pour aller les ajouter, parce que sinon on aurait des trucs énormes en fait. Et il faut, voilà, bon, enfin je m'égare un peu, mais tout ça, ça requiert un peu pas mal en fait de programmation, enfin notamment pour les outils qui sont créés, je parle. Parce que du coup, les assets de Unity, ça peut être de la 3D qui sont faits du coup par des artistes avec les logiciels, mais des fois, voilà, ça demande de la programmation. Et puis il y a le côté aussi qu'on est dépendant des mises à jour, c'est-à-dire que du coup nos logiciels, on va les prendre tels quels, mais les mises à jour c'est pareil, hein. Alors effectivement, il y a des artistes, machin, qui vont pouvoir donner leur avis, ou même voilà le public, hein, lui-même, qui vont pouvoir donner leur avis sur les fonctionnalités qu'il faudrait améliorer, corriger, ou ajouter, voilà. Mais il n'empêche que derrière tout ça, c'est quand même des programmeurs, hein, qui vont devoir ajuster tout ça. Et même s'ils ne sont pas tout seuls, qu'il va y avoir des tests, etc., il n'empêche que sans eux, on serait quand même un petit peu perdu. Alors à la longue, du coup, est-ce que finalement, il faudrait pas savoir coder? Est-ce que coder, finalement, nous faciliterait pas la vie? Déjà, pour créer nos propres plugins, et puis aussi, et pas que les plugins d'ailleurs, pour pouvoir créer finalement un peu de tout, pouvoir peut-être customiser davantage les logiciels, etc. Enfin, on ne sait pas vraiment jusqu'où ça peut aller, mais c'est vrai que ça a quand même son importance, parce que coder, programmer, finalement, ça offre énormément d'opportunités. Sauf que voilà, coder,
c'est pas fait pour tout le monde. Alors désolé s'il y a des programmeurs qui écoutent évidemment ce podcast, hein, pour eux c'est évidemment simple, mais non, programmer, ce n'est absolument pas fait pour tout le monde, même si c'est simple pour vous. Il y a des gens qui peuvent... Et alors ça relève même pas de l'intelligence, hein, parce que je peux vous assurer, hein, que vous avez par exemple des médecins, des avocats, des architectes qui peuvent être extrêmement haut placés dans leur milieu, mais tout simplement bah, ça les intéresse pas. Donc, bah, ou alors ils n'ont pas une logique, donc du coup ils ne feront jamais de programmation. Je pense qu'il faut avoir l'envie de faire ça, il faut avoir la logique de faire ça, et puis il faut savoir aussi à quoi ça va nous servir derrière aussi, parce que si on n'a pas de but à programmer, c'est un peu dommage de l'apprendre, et donc bah, forcément, il y a des gens, peu importe en fait d'où on vient, ce qu'on a fait, je pense on est fait ou pas pour le code, et puis bah voilà, il faut un minimum avoir envie de le faire. Donc bref, ça met pas mal de paramètres, et donc je pense que tout le monde ne peut pas savoir coder, tout le monde n'a pas envie de coder. Il y a des gens qui ont probablement une phobie de ça, qui l'auront toujours, parce que mine de rien, le code, c'est des langages, hein, on peut presque parler de langages comme le français, l'anglais, etc. Enfin, c'est des langages qui permettent de faire plein de choses et qui sont complexes, qui en plus sont, enfin, il n'y a pas qu'un seul langage de programmation, il y en a plein, donc encore faut-il savoir lequel on va utiliser. D'ailleurs, sur Amazon, quand on regarde, c'est énormément du langage de jeux vidéo qui est utilisé. Pour donner mon avis, parce que c'est vrai que du coup, moi, je ne fais pas de programmation, pas du tout. Et c'est vrai que je pense que le jeu vidéo, là où il est bien, pour coder, pour apprendre le langage informatique. Alors encore une fois, c'est un certain type de langage informatique. C'est-à-dire que du coup, si on fait du code jeu vidéo, on va probablement pas pouvoir faire de site internet derrière, vous voyez. Donc, je pense que ce qui est vachement bien quand on apprend la programmation, c'est qu'en fait, derrière, on voit un résultat, puisque le jeu vidéo nous invite du coup à voir des réactions assez rapidement. Alors pour une page internet aussi, mais il faut avouer que c'est quand même un peu moins fun de voir que voilà, dans le jeu vidéo, on a un personnage qui peut éventuellement bouger, un arrière-plan qui peut bouger, des actions qui peuvent s'effectuer. Tout ça, ça peut être assez rapide, et c'est pour ça que je pense que le jeu vidéo est un formidable outil pour apprendre la programmation, mais encore une fois, ça va être un certain type de programmation. Enfin là, je m'égare un peu parce que du coup, je ne suis pas programmeur, mais je pense que les programmeurs seront d'accord avec moi pour expliquer ça. Alors, pour répondre à la question, puisque du coup il faudrait quand même que je donne une réponse à cette fameuse question, donc la programmation va-t-elle devenir obligatoire à la longue? Eh bien je pense que non, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que du coup, donc déjà parce que je travaille dans le domaine, dans un domaine du coup informatique, donc moi je suis graphiste, donc 3D. En fait, j'arrive du coup à voir comment se passer de programmation et puis les dérivés. C'est-à-dire qu'en fait, il est possible de faire des choses très complexes sans avoir besoin de programmation, alors que pourtant, il en faudrait. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous avez, donc il y a une tendance qui est assez nouvelle. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle a démarré, si c'était au début des années 2000, si ça s'est fait un peu plus tard. Mais ce qui est en ce moment à la grande mode, c'est en fait la fabrication de processus nodal. C'est-à-dire, alors nodal en fait, donc c'est des nœuds, c'est plein de petites fonctions. Imaginez en fait plein de petits cubes qu'on va relier par des liens. Il faut bien comprendre ce que c'est du coup le nodal. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des fonctions bien précises qui vont être établies dans des petits carrés. Ces petits carrés, on va les lier les uns aux autres. Chaque carré a sa fonction, ça peut être tout un tas de choses, mais je vais vous donner après des exemples concrets. Et du coup, en fait, derrière, ça va donner des réactions. Et au final, bah, tout ça, c'est de la programmation qui est planquée, en fait, hein, qui est cachée, mais pourtant, eh bien, c'est de l'interface simplifiée. Et justement, je pense qu'elle est là, la réponse d'ailleurs à la question. Donc, par exemple, si on part par exemple de la création de shaders. Alors vous savez peut-être pas ce que c'est les shaders, mais on va pas non plus rentrer trop dans le détail. Mais bref, imaginez de la création de propriétés physiques, de matériaux pour un objet par exemple, donc à quoi il va ressembler, sa peau, etc. Et bien du coup, on va passer justement par Normalement, hein, la création de shaders à la base, ça se fait par langage informatique, et c'est vrai que de plus en plus maintenant, on voit, et depuis plusieurs années, de la création de la création nodale du coup.
où du coup on va pouvoir créer comme ça, donc avec un assemblage de fonctions, on va pouvoir créer notre shader. Dans Game Maker aussi, même s'il peut y avoir de la programmation, on retrouve aussi voilà, ces fonctionnalités, donc on va relier des cases les unes aux autres, et puis même si parfois il y a besoin de programmation, finalement on a également de la programmation qui a été simplifiée, qui a été fait en interface en fait, tout simplement parce que voilà, ça peut simplifier un peu les choses. Pareil, vous avez donc des logiciels comme des logiciels de FX, comme Nuke, comme Fusion, qui pareil, utilisent le système nodal. Et puis vous avez Maya qui est un partisan, un vieux partisan du coup, parce qu'il a été, il a utilisé le système nodal dès sa création, ou presque. Et du coup, c'est pareil, pour la création de shaders, vous reliez plein de boîtes entre elles pour à la fin dire par exemple à cette sphère que finalement c'est de la roche. Voilà, donc par exemple. Mais on va utiliser ce système nodal. Et puis alors, l'exemple marquant qui est arrivé donc en février 2020, là, c'est le jeu Dreams, le jeu vidéo Dreams. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, donc c'est un jeu vidéo qui a été développé par Media Molecule, donc ceux qui ont créé Little Big Planet, et on retrouve, donc on pourrait se dire, en fait c'est un jeu qui est fait pour créer des jeux quelque part, pour créer ces expériences vidéoludiques. Et on pourrait se dire, mais putain, comment c'est possible de créer un jeu en se passant de programmation? Eh bien justement, on utilise donc ce système nodal. Alors il a un nom, je ne sais plus exactement dans Dreams ce que c'est, mais il a un nom, c'est tout ce système nodal, ils lui ont donné un nom peut-être pour le rendre un petit peu plus sympa. Et du coup, eh bien on va assembler voilà, ces petits blocs. Je vous donne un exemple. On va mettre un premier bloc pour dire à l'objet, par exemple, quand il détecte le joueur, il va effectuer une action. Voilà, donc ça c'est un premier bloc. Donc par exemple, on va délimiter une zone. Voilà, je vous donne un exemple parce que c'est vrai que ça peut être extrêmement large. Et puis donc ça c'est un premier nœud. Ensuite on va l'assembler avec un autre qui va dire l'action. Donc par exemple c'est un ventilateur. Ce ventilateur donc il détecte le personnage à ce moment-là. Donc deuxième bloc il va tourner. Vous voyez. Donc ça c'est un autre bloc. Et puis par exemple il va pouvoir changer de couleur. Donc ça peut être également un autre bloc. Et vous voyez, et bien comme ça, en fait, ça va être de bloc en bloc. On va pouvoir donner davantage de choses à faire, en fait. Mais tout ça, c'est de la programmation. Tout ça, à la base, c'est de la programmation. Et ce qu'on a fait, finalement, c'est la simplifier. Donc, finalement, lui donner un visuel. Que ça ne soit pas du langage écrit, mais que ce soit de l'interface, en fait, tout simplement. De l'interface visuelle, de l'interface également simplifiée. Parce que du coup, vous n'avez pas de mathématiques, vous n'avez pas de langage anglais, etc. On peut tout à fait mettre n'importe quel langage, espagnol, français, machin, et vous savez en général clairement ce que vous allez faire. Donc au lieu de taper en programmation tout ce qu'il va falloir faire pour dire la vitesse que va avoir le ventilateur ou la couleur, vous voyez, ça pourrait être color, etc. Là, vous allez pouvoir dire, voilà, couleur, et puis derrière, ça va être un carré de couleurs comme on le connaît. Enfin voilà, se balader dans un spectre de couleurs, en fait, alors qu'il aurait peut-être fallu donner des coordonnées bien précises, ou je ne sais quoi, peut-être pour, c'est sûr même d'ailleurs, pour déterminer la programmation. Et du coup, voilà, tout ça, ça sert à simplifier. Bref, je vais éviter quand même d'aller trop loin. Ce qui est sûr, c'est que les programmeurs, ils auront beaucoup de boulot et ça va s'intensifier. Donc, si vous êtes programmeur et que vous écoutez ça, la bonne nouvelle, c'est que je pense que vous n'allez pas manquer de travail à l'avenir parce que la programmation prend énormément de place. On digitalise de plus en plus de choses, donc voilà, on passe vraiment c'est vraiment l'ère du numérique de plus en plus. Et pour vous donner un exemple, fut un temps, l'automobile pouvait se passer de programmation. Aujourd'hui, ça va devenir compliqué à tel point que on se demande presque si le software va pas prendre le pas sur la mécanique. Évidemment, je pars un peu dans une direction, ça va pas forcément être le cas, mais c'est vrai que voilà, on peut se poser des questions, mine de rien. Maintenant, aujourd'hui, un vieux mécanicien aura du mal à réparer des voitures ultra modernes parce que y a de l'informatique, quoi. Donc clairement, va falloir que l'informatique va avoir sa place et ça va pas être que dans ce domaine. Ça va être dans plein de domaines différents. Donc vous avez compris un peu le principe. Et je pense que du coup, les programmeurs auront toujours du boulot. Par contre, il va peut-être y avoir une inflation dans le principe où il y aura tellement de demandes de programmation que peut-être que du coup, être programmeur, ça aura moins de valeur. Donc ça, c'est à voir.
Mais probablement que du coup les programmeurs, donc évidemment je pars, ça c'est, j'essaie d'imaginer un peu le futur, mais peut-être que s'il y a trop de demandes, le métier de programmeur sera moins payé. Donc évidemment il y aura toujours des programmeurs qui seront mieux payés que d'autres, parce qu'ils seront à des places plus importantes, mais peut-être que être programmeur débutant, ça sera probablement pas très bien payé parce qu'il y aura trop de demandes. Et puis si effectivement il y a des écoles qui poussent partout, bref, au final. Et alors bon, après j'essaie d'imaginer, mais peut-être que ça se passe très bien pour les programmeurs et tant mieux pour eux. À l'heure actuelle, en tout cas, ça se passe très bien. Il y a pas mal de boulot et en plus c'est un métier qui est pas trop mal payé. Évidemment, je pense que ça dépend où, et à quel poste, mais voilà. Et voilà, donc mon avis, je pense que les graphistes, s'ils ont peur de faire de la programmation, s'ils n'ont pas envie, voilà, etc., il n'y aura pas besoin de programmer à l'avenir. Alors tant mieux si ça vous rassure, si vous êtes graphiste, vous n'aviez pas envie de programmer, tant mieux si ça vous rassure, parce que je pense, et c'est déjà le cas, que on a certes besoin de programmeurs, on ne pourra pas s'en passer, donc il faudra toujours avoir des programmeurs quelque part, mais je pense qu'on aura également toujours besoin de graphistes, enfin, même si la programmation fait toujours de belles choses, où on se rend compte que finalement, par exemple avec le deep learning, il est possible de reproduire, je vous laisse regarder ce que c'est, mais il est possible de faire des choses graphiques finalement grâce à la programmation, enfin bref, là, on s'étale, mais bref, je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir davantage d'interfaces graphiques, d'interfaces simplifiées. C'est-à-dire que du coup, tous ces programmeurs, ils vont faire des interfaces qui vont être dédiées au grand public. Si on regarde comment ça se passe, en général, quand c'est très cher, quand un objet est très cher, alors je ne veux pas parler du luxe parce que pourtant ça peut être dédié aux particuliers, mais quand un objet est extrêmement cher, au départ, on va le dédier aux entreprises parce que les entreprises ont énormément d'argent. Elles sont moins nombreuses aussi. Et puis après, on va faire en sorte que eh bien, ça puisse être au grand public. Donc par exemple, si on prend l'exemple de l'ordinateur, fut un temps c'était très encombrant, c'était très cher aussi. Et donc du coup, bah, vous aviez l'armée, vous aviez des grandes entreprises qui utilisaient les ordinateurs. C'est vrai qu'au départ, vous aviez ces vendeurs qui allaient voir les entreprises et qui du coup passaient, enfin n'allaient voir que ces entreprises. Pour du coup leur proposer eh bien leur machine. Et puis finalement, le principe, c'est après de les faire aux particuliers, parce que bah, le particulier, il est partout. Même un patron d'entreprise est un particulier. Et donc, du coup, le principe de proposer ça aux particuliers, c'est de vendre davantage. Donc, on peut vendre moins cher en plus, et on peut vendre davantage. Et en fait, ce que je pense, c'est que si on dit vous ne pouvez pas vous passer de programmation. Enfin, de toute façon, c'est vrai que si tout le monde code, après, ça poserait peut-être plus de problème, mais je pense qu'il y aura toujours des gens que ça dégoûtera. Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, il faudra toujours proposer des interfaces ludiques, des interfaces simples, et je pense qu'on va aller là-dedans, en fait. On voit bien qu'en fait, fut un temps, si vous ne saviez pas faire de programmation, vous ne pouviez pas faire de jeux vidéo. Aujourd'hui, oui, il faut probablement encore, enfin, vous voyez, on prend l'exemple de Dreams. Avec Dreams, vous n'allez pas pouvoir faire un jeu extrêmement compliqué à la The Last of Us, vous voyez. Vous n'allez pas pouvoir faire des jeux qui sont très poussés, mais vous allez quand même pouvoir faire de belles expériences. À tel point, d'ailleurs, que même il y a un utilisateur de Dreams qui a été embauché par un studio de jeux. Donc on voit bien que ça peut quand même vous offrir des opportunités, mais enfin, on se rend compte quand même que, quand on regarde un petit peu, déjà on a des interfaces de plus en plus simples. Donc fut un temps, voilà, le shader, ça se faisait au code. Maintenant, bah, finalement, vous avez des outils comme ShaderForge pour Unity qui voilà, vont utiliser des interfaces. Peut-être qu'elles vont plus se simplifier à l'avenir. Et je pense qu'on va aller là-dessus. C'est-à-dire qu'on va simplifier les choses davantage pour qu'en fait elles soient ouvertes au grand public. Et du coup, je pense que c'est là-dessus qu'on va aller. Donc, on remerciera toujours bah, ceux qui auront le courage de faire de la programmation derrière parce qu'ils vont pouvoir nous offrir des plugins ou etc. Donc, des plugins voilà, qui permettent de faire davantage de choses dans un même logiciel, alors que pourtant ce n'est pas officiel. Mais voilà, enfin, vous aurez cette possibilité d'avoir toujours des interfaces extrêmement simples et je pense que ça continuera comme ça parce que sinon, on ne sera pas assuré
que les logiciels puissent être fournis à monsieur tout le monde. Et par exemple, un logiciel Android, enfin ça peut être Maya, mais ça peut être aussi 3ds Max, etc. Vous avez de la programmation dans ces logiciels. Vous pouvez programmer vos outils dans ces logiciels. Donc on sent bien que c'est ouvert aussi à la customisation, mais que par contre, tout le monde ne peut pas le faire. Et donc, je pense que voilà, ça passera comme ça. Et éventuellement, vous pourrez davantage programmer vos outils. Mais par contre, vous pourrez peut-être pas, enfin vous pourrez le faire, mais vous serez peut-être pas vous en mesure de pouvoir le faire parce que vous ne savez pas, ça ne vous intéresse pas, etc. Donc voilà, je pense qu'on va continuer à aller vers ces interfaces de plus en plus simples qui permettent de faire de plus en plus de choses. Probablement que ça va vraiment arriver, hein. À un moment, on aura peut-être des moteurs de jeux vidéo. Ça existe peut-être déjà, enfin bon, mais qui se passeront totalement de programmation avec lequel on pourra faire des choses extraordinaires. Bon, il faudra toujours un peu de complicité, enfin de complexité, pardon, parce que du coup, mine de rien, il faut être capable de fournir, enfin pour faire des choses complexes, va falloir passer par des outils un peu complexes, mais je pense que il sera possible de créer un maximum de choses en se passant de programmation. Pour sortir un peu du jeu vidéo, parce que j'en ai beaucoup parlé, si on parle de site internet, vous avez tout simplement le site internet Wix. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui se passe totalement de programmation. Alors vous pouvez aussi programmer, mais vous pouvez faire sans. Et ça, je pense que voilà, c'est vers ça qu'on va tendre davantage, parce que c'est comme ça que le grand public sera appelé à pouvoir utiliser. Voilà, monsieur tout le monde pourra faire ce qu'il veut. Et je pense que voilà, c'est vers ça qu'on va aller, même si derrière il y aura toujours besoin de programmeurs et qu'il y aura toujours la programmation en arrière-plan, parce que mine de rien, c'est la base, ne l'oublions pas. Voilà, donc je m'arrête là. J'espère que ce sujet vous a plu. Si vous êtes graphiste, que cela vous intéresse de travailler dans le... Enfin, vous êtes intéressé pour travailler dans le jeu vidéo, eh bien, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien qui vous mènera à 3 vidéos de formation où je vous parle de comment devenir graphiste. Donc, si ça vous intéresse, vous retrouverez ça. Et puis, sinon, moi, je vous dis à bientôt donc, pour un nouveau contenu. Évidemment, on s'abonne si on aime ce contenu, que ce soit les podcasts ou les vidéos. On like et puis on partage parce que ça peut probablement intéresser d'autres personnes. Évidemment, donnez votre avis dans les commentaires, savoir ce que... Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de tout ça. Probablement que vous pensez pouvoir programmer à l'avenir, parce que ça prend de plus en plus de place, mine de rien. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, du coup, pour un nouveau contenu. Salut!